Le 1er mars 2017, la France a battu un bien triste record, celui de la population pénale. À peu près 69 000 personnes incarcérées pour une capacité d'accueil de 58 000 places, soit 11 000 personnes de trop dans nos prisons. Les personnels pénitentiaires ont de plus en plus de mal à affronter ce surplus de population. Et je me suis rendu à Villepinte, où à l'instar de Fleury quelques jours plus tôt, le personnel pénitentiaire ont manifesté contre cet état. Alors Saoudi Erwan, délégué force ouvrière pénitentiaire pour la maison d'arrêt de Villepinte. Pour manifester contre la surpopulation carcérale. Oui, alors le problème ici sur l'établissement, c'est que voilà, on est sur un établissement qui est prévu pour 587 places. Aujourd'hui, on passe la barre des 1100, c'est-à-dire plus de 201% d'occupation. Au niveau des personnels, on n'est déjà pas suffisamment pour tenir le taux à 100%, c'est-à-dire qu'on n'est déjà pas assez pour une occupation maximum, en fait, même pas normal, maximum. Et là, on est carrément à 200%. Enfin, je veux dire, on est vraiment en souffrance, on n'arrive plus à tenir les étages, et du coup, ça génère énormément de frustration et de violence chez les personnes détenues. D'accord. Ça symbolise quoi 200% au niveau des cellules? Ça symbolise sur le quartier arrivant par exemple des cellules qui devraient être personnelles, un par cellule. On est maintenant à des fois 4 par cellule. Alors vous venez d'être écroué, vous venez de prendre votre peine, vous arrivez dans une cellule où vous devez dormir au sol, où vous devez dormir à tour de rôle, où quand tout le monde se lève, on vous oblige à enlever votre matelas au sol, et donc vous n'avez plus de place pour vous asseoir. Et c'est une situation qui n'est pas digne, et qui fait qui en parallèle sont nos conditions de travail. Donc nous, ce qu'on dénonce, c'est ça, ces conditions inhumaines qui font que notre travail devient vraiment tous les jours très, 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 très difficile. Et du personnel pénitentiaire, donc j'imagine que c'est beaucoup d'heures supplémentaires. Voilà, c'est ça en fait, le quotidien d'un collègue sur la maison d'arrêt en termes d'horaire. C'est au minimum 50 à 60 heures d'heures supplémentaires qui sont, je précise, imposées. Il n'y a pas le choix, on est réquisitionné en quelque sorte. Notre statut fait qu'on ne peut pas choisir de prendre le repos. Ce qui fait que des fois, pendant 3, 4, 5, 6 mois, 7 mois, vous avez 4 repos sur le mois. Vous bossez sans arrêt, 6 jours sur 7, avec une détention qui, je vous dis, est à cran. Notre situation elle est juste hallucinante. Et le fait que justement ça se passe derrière ces murs, on n'arrive pas à saisir l'opinion publique là-dessus, on n'arrive pas à interpeller nos politiques et à faire comprendre à quel point la situation est grave. Je me suis demandé de quand date la surpopulation carcérale. À quel moment les prisons ont commencé à déborder? Après quelques recherches, il s'avère que les prisons françaises ont toujours été en état de surpopulation. Et ça depuis la Révolution. Nous sommes incapables, depuis le début, de faire face à la population pénale et à leur offrir un accueil digne. Mais pourquoi? Pourquoi cet échec? Pourquoi la France, depuis la Première République, est incapable d'accueillir les détenus dignement? La raison est peut-être à trouver dans ce que M. Badinter, ancien ministre de la Justice dans les années 80 et à qui l'on doit l'abolition de la peine de mort. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Appelée la loi d'airain des prisons. Une loi d'airain, c'est une règle à laquelle personne ne peut se soustraire et qui nous domine tous. Il appelle loi d'airain des prisons cette règle tacite qui veut que les prisonniers ne peuvent pas avoir une vie en prison plus agréable que le plus pauvre homme libre. En clair, dans l'échelle sociale, le prisonnier se situe tout en bas. Et il ne peut pas avoir une vie plus confortable que le plus pauvre des pauvres. Or, on sait aujourd'hui que cette politique ne rime à rien. Traiter un homme indignement ne fait qu'une chose, le pousser vers la récidive. C'est pourquoi l'association Génépi a décidé d'organiser une opération de sensibilisation au sein de Sciences Po, dont il faut bien l'avouer, les étudiants ont bien peu de chances de connaître les murs de la prison.
Ils ont donc monté une cellule fictive de 9 mètres carrés afin de sensibiliser ces étudiants aux conditions de vie carcérales. Une journée entière, ils ont pu sentir ce que ça pouvait être de vivre dans une boîte de 9 mètres carrés, 22 heures sur 24. Cette opération s'est également accompagnée de lectures de paroles de détenus, afin que ceux qui vivent en pleine lumière puissent entendre les paroles de ceux qui vivent à l'ombre. L'entrée en prison de tout individu passe par le rituel de la fouille. Devoir se dévêtir complètement afin de vérifier qu'aucun objet, aucune substance interdite n'est introduite dans ce nouveau lieu. Mais cette mise à nu est bien plus profonde qu'il n'y paraît. À partir de ce moment, plus aucun moment d'intimité. La promiscuité d'une existence à plusieurs, dans moins de 9 mètres carrés, 22 heures sur 24. Le regard permanent d'une surveillance incessante. Ce rituel, qui se renouvelle régulièrement, est aussi le moyen d'affirmer le statut de dominé, de soumis, de sous-homme qu'est le prisonnier, même s'il n'est que prévenu, c'est-à-dire présumé innocent. Humiliation, perte d'identité, privation de la liberté, de l'action, de mouvement, s'accompagne d'une perte de sa conscience de citoyen, d'homme. L'individu dérive de l'homme responsable vers un animal plein de haine et de rage. Solution facile pour survivre en prison. Il se pose la question suivante. La vie en prison n'est-elle pas que survie? Peut-on faire de l'épreuve de la prison une épreuve constructive dans la vie d'un homme? Peut-on ressortir grandi, renforcé d'un passage par la prison? La prison peut-elle être profitable? Il est nécessaire de préciser que le système carcéral actuel est basé sur la notion prioritaire de sécurité. Le système se doit de maintenir enfermés les individus qui lui sont confiés. Les notions de réinsertion, d'éducation, de prise de conscience sont seulement satellites et ne doivent à aucun moment entraver l'objectif essentiel. Vivre en prison, c'est ne jamais cesser de se battre, conserver son identité, le respect de soi-même lié au respect général, une autonomie, un espoir, la culture de l'espérance. Se battre pour rester en contact avec la réalité du dehors, se battre pour garder un pied dehors, se battre pour trouver tous les jours la force de se lever et de trouver du soleil dans cet univers gris, froid. Un texte de Jean Zé. Malgré l'épaisseur de ses murs, la prison est une maison de verre. Il n'y a personne pour vous parler, mais tout le monde pour vous voir. Dans le lourd silence se devinent des yeux invisibles. Quand le glissement d'un pas dans le couloir s'arrête soudain près de votre porte, vous savez qu'un regard étranger vous épie. On peut me voir à tout instant par les deux impostes qui surplombent un escalier, par le guichet percé dans le mur, par l'œil troué dans la porte. Les champs d'observation ainsi ménagés se recoupent de telle manière qu'aucun angle de la pièce ne peut échapper. Au début, j'ai beaucoup souffert de cette violation incessante d'intimité. Il est des instants où l'animal lui-même éprouve le besoin de se cacher. Puis je me suis habituée à cette gêne comme à d'autres. Sans doute le sentiment d'un regard indiscret, toujours possible, doit-il exercer une influence sur les gestes les plus courants. Il s'agit de s'accoutumer à cette idée que, quoi que vous fassiez, quelqu'un vous regarde peut-être.